Peut-être que les uns les autres ne réalisent pas la complexité de la crise et les réponses que nous voulons y apporter. Je soutiens la prophétie dite tout à l'heure par mon collègue Paluku pour dire que c'est la dernière fois. Si on doit rappeler une petite histoire, vous allez voir que le Rwanda, à intervalles réguliers, a eu des fils à des têtes différentes. On peut rappeler l'AFDEL, on peut rappeler les CNDP, on peut rappeler les RCD, on peut rappeler les M23, les M23. Ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée du Rwanda de construire son économie sur la base de l'instabilité dans l'est de la RDC. Je dois rappeler ici que cette guerre, c'est une guerre qui faisait avec intermittence, et puis il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Il y avait une forme de complaisance il y a quelques années où on laissait faire le Rwanda construire son économie, exporter sa corruption à travers tous les circuits d'approvisionnement illicites qu'il y avait dans l'est de notre pays. Je dois rappeler que le président de la République, peu après son arrivée aux responsabilités, août 2019, a été l'un des acteurs qui ont permis de réconcilier le président rwandais et le président ougandais. C'est une illustration pour dire que nous avons fait le choix de la paix dès le premier jour. Mais lorsque, pour des motivations qui sont celles de la prédation, on vous l'impose, parce que 21 juin 2021, nous étions à Goma, où la veille, le président de la République s'est rendu à Rubavu-Gisenyi pour voir les conséquences de l'éruption du Nyiragongo. Donc en réalité, s'il y a une contrainte que nous avons avec le Rwanda, c'est une contrainte naturelle. Quoi qu'il en soit, nous devons aujourd'hui construire un modèle de paix et d'économie qui nous permette de faciliter la vie aux citoyens des deux pays. Je rappelle encore ce que le président de la République dit souvent, c'est que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Notre problème, c'est les régimes rwandais qui, à travers la guerre, veulent continuer à travers le massacre à construire notre économie sur notre dos. Alors, Willy Kalenga, ce qu'il faut savoir, c'est que dans aucune discussion, dans aucune négociation, nous avons lésiné sur ce que nous on appelle ligne rouge. Première ligne rouge, intégrité territoriale. Deuxième ligne rouge, souveraineté sur nos minerais. J'ai aimé l'exemple qui a été donné tout à l'heure sur, c'était par mon collègue Paluku, sur la production de l'or. En réalité, cette guerre a repris pourquoi? Parce qu'au-delà de notre engagement pour la paix clairement assumé, parce que nous étions à Goma, le président de la République était disposé pour avoir les accords basiques qui facilitent les déplacements de population et pourquoi pas aller plus loin avec un MOU qui permette à notre société Sakima et à la société rwandaise d'entrevoir de possibilités de coopération. Mais c'est évident que le modèle de la transparence n'est pas le modèle qui correspond aux attentes du président rwandais. S'il a quitté 70 millions de dollars à 2 milliards de dollars, il est évident que les Congos, c'est son beefsteak. Mais l'avantage que nous avons ici, dans cet accord, l'accord de Washington d'abord, je dois rappeler qui est le prolongement de ce que nous avons commencé à Luanda et qui a été saboté le 15 décembre 2024 parce que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Lorsque vous lisez cet accord, on cristallise les conflits parce que le Rwanda n'avait jamais admis être en guerre avec la RDC. Bon, on voit déjà que parce qu'Arcel est pressé, leur ambassadrice a reconnu qu'ils sont en RDC. Aujourd'hui, nous avons un accord qui se cristallise, y compris les lignes rouges et les responsabilités. Maintenant, nous voulons clore une guerre de 30 ans. Elle ne peut pas se clôturer simplement parce que nous voulons la clôturer. Parce que pour danser le tango, on doit être à deux. Il est évident que toutes les signatures que nous avons eues, toutes les évolutions diplomatiques qu'on a eues, contrarient le président rwandais. La preuve, il parle sans arrêt, et lorsqu'il parle, il débite de choses inacceptables pour un chef d'État. Ça veut dire qu'il est dans une posture d'énervement. Donc, ça prend sûrement du temps, mais je crois que la stratégie que nous lui avons opposée lui permet aujourd'hui d'avoir les débuts et la fin de ses aventures dans notre pays. Je dois rappeler que notre stratégie, et la Première ministre, elle est là, repose sur 5 piliers.
On a le pilier militaire, le front militaire, le front diplomatique, le front économique, le front médiatique et les fronts judiciaires. Sur le front militaire, je crois que beaucoup, lorsqu'ils parlent notamment de notre armée, ne sont peut-être pas suffisamment informés. D'abord, les problèmes ou les progrès que nous faisons pour nos forces armées depuis la prise de fonction du président de la République, des efforts de ce type n'ont jamais été consentis. Je prends un exemple, je suis parlementaire, c'est depuis 2012 qu'on parle de la loi de programmation militaire, c'est en 2022 que nous l'avons adoptée. Parce que là, au moins, nous avons un document stratégique qui nous permet de financer l'armée comme il faut qu'elle se finance. Première chose. Deuxième chose, jamais le Rwanda n'a perdu autant de militaires dans un conflit en RDC. C'est parce qu'au Rwanda, il existe l'omerta, où on ne peut pas parler, on n'a même pas le droit de pleurer ses morts. Mais lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch, ou vous regardez ces reportages faits par une National Broadcasting Channel, une chaîne américaine, vous voyez que les cimetières grossissent sans arrêt. Mais vous pensez que ces cimetières grossissent pourquoi? N'eût été la bravoure de nos militaires, peut-être que nous ne serions pas en train de discuter en ce moment. Donc il est important que les uns et les autres, bien au-delà de notre démocratie, que lorsqu'il s'agit des questions militaires, qu'on prenne les reculs qu'il faut. Au plan de la diplomatie, n'oublions pas que le président rwandais n'a jamais autant perdu en termes d'image ou en termes de considération ses propres alliés. Simplement parce que nous lui avons opposé une stratégie diplomatique claire qui repose sur un narratif clair. Au plan économique, vous avez suivi que nous avons amorcé une action contre Apple. Ce n'est pas seulement la seule entreprise, et d'ailleurs avec le ministre Moukoko, le ministre ici de la Justice ici dans la salle, nous travaillons pour que ces end-users, nous étions à Genève avec la Première ministre pour voir dans quelle mesure tous ceux qui profitent, y compris actuellement, de ces trafics illicites, puissent cesser de s'approvisionner sur de minerais qui viennent de massacres. Et puis nous avons le front judiciaire. Point n'est besoin de le rappeler, nous étions à la cour d'Arusha, nous sommes à la cour d'Arusha, et les Rwandais sera tenu responsable parce qu'il est hors des questions que ces crimes continuent de se perpétuer. N'oublions pas, Willy, depuis 30 ans, on n'a jamais eu une commission internationale d'enquête. Nous étions en février de l'année dernière avec la Première ministre à Genève. On a obtenu 2 résolutions à l'unanimité du Conseil des droits de l'homme pour qu'il y ait non seulement une mission d'établissement de faits, mais qu'il y ait une commission d'enquête internationale. Et donc, je vais terminer sur le point qui concerne maintenant les médias, le front médiatique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre hybride où malheureusement, notre démocratie est subtilisée par le réseau rwandais. Au Rwanda, il n'existe pas de contradiction. Au Rwanda, aucun Rwandais ne peut se permettre de relayer le discours de la Première ministre Judith Suminwa. Mais pourquoi nous prenons plaisir à partager le poison qui vient du Rwanda? Parce que toutes les informations qui d'ici, dans notre opinion, n'ont pour objectif que de nous diviser. Et lorsque vous avez vu que leur stratégie du poison n'a pas fonctionné sur Uvira, ils ont sorti une deepfake, une vidéo du président Trump s'exprimant d'une certaine manière sur le président ou appelant les Congolais à se réveiller. Et parce que nous avons la vigilance qu'il faut, cette vidéo n'a pas produit les effets escomptés. Pourquoi? Parce que nous comptons justement sur la responsabilité des Congolais partout où ils se trouvent pour que nous puissions nous tous contribuer à préserver, comme l'ami de la société civile l'a dit dans les panels précédents, c'est que nous avons de plus précieux. Alors Willy, au-delà de la documentation qu'on a faite tout à l'heure, il y a cette question de la transplantation des populations, il y a cette question où on attaque nos chefs coutumiers. Ça veut dire qu'il y a une volonté de la part du Rwanda de perpétuer et d'enraciner ces conflits, de sorte que lorsque la paix sera conclue, qu'ils soient en mesure de continuer d'avoir le relais. Et vous pouvez compter sur nous, sur cet aspect, ils n'auront aucun espace. Je vais terminer sur la question du dialogue. Parce qu'on entend parler du dialogue à tout moment. Et certains ont même tendance à dire que le gouvernement ne veut pas du dialogue. Totalement faux. Le président de la République, en février 2025, avait tendu la main. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il a reçu le docteur Mukwege ou encore l'honorable Martin Fayulu. Ça veut dire que le président est totalement disposé.
Au début de l'initiative de prêtres, je crois que les présidents étaient parmi les premiers à les recevoir. Mais les présidents, en termes des propositions de paix, n'a pas reçu que les propositions de prêtres. Il en a reçu aussi des confessions religieuses. C'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Aujourd'hui, il existe une feuille de route adoptée par toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller vers la paix. Mais Willy Kalengai, dites-moi, l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. C'est une crise qui est liée à l'agression. Comment pensez-vous qu'on peut s'asseoir, parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal? Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, c'est fort sécurisé à Goma. Ici, je pense au président sortant et à tous ses alliés qui créent, y compris un mouvement Sauvons le Rwanda au Congo, pour être ceux qui apparaissent pour que les pressions diminuent sur leurs parents. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez, y compris certains prêtres dans l'Église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées. Et donc il est important qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui permettra d'éclore le potentiel de développement de notre pays. Merci. C'est vraiment le porte-parole du gouvernement. Merci. Nous arrivons donc à la fin de ces deux panels parce qu'on les a raccourcis. Permettez-moi rapidement de dire ce que j'en pense, quelle est ma propre leçon. Une chose est certaine, la vocation de puissance de notre État a été établie aujourd'hui. Nous avons un État qui a pour vocation de devenir puissant. Mais c'est une puissance qui est basée sur des valeurs éthiques, morales et humanistes. Voilà le Congo qui a été aujourd'hui décrit. La guerre et l'occupation n'ont pas entamé cette marche vers le progrès. C'est une étape de notre histoire, mais ça n'empêchera pas le Congo de devenir puissant et de devenir en réalité ce pays solution tant rêvé par nos autorités. La paix est notre idéal et les accords sont signés, mais les accords ne privent pas le Congo de voir son armée monter en puissance. Parce qu'il faut protéger le pays, il ne faut donc pas dormir sur nos lauriers. Voilà ce que les panélistes nous ont dit ce soir. C'est un jour de mémoire, un jour de solidarité avec ceux qui ne bénéficient plus aujourd'hui de ce que le gouvernement donne au quotidien, cette sécurité. Nous allons donc ensemble, dans nos maisons, en tant qu'individus, en tant que communauté, penser à ceux qui sont à Goma. La pensée est une puissance. Quand elle est orientée vers le bien, elle peut déplacer les montagnes. Nous arrivons donc à la fin de ce panel. Je voudrais sincèrement vous remercier, mais surtout demander à notre Madame la Première ministre, c'est moi qui vais l'appeler, pour qu'elle vienne. Elle n'a pas dit. Je vous en prie. On me prive de vous appeler Madame. Je voudrais donc vous remercier et demander à tous les panélistes de regagner leur place. Merci Willy Kalengai, mais il ne faut pas me voler la vedette ce soir. Avant d'inviter respectueusement la Première ministre, chef du gouvernement, évidemment, à prononcer son mot de clôture concernant cette conférence, cette journée de mémoire, je voudrais inviter toute l'assistance justement à écouter l'hymne de Congolais Téléma. Congolais Téléma est un programme diffusé sur la radio-télévision nationale congolaise, dont je salue la présence de la directeure générale, Madame Sylvie Elengue, également du DGA, Adolphe Voto. C'est un magazine d'éveil patriotique qui invite le Congolais justement à connaître l'histoire du Congo, à défendre le Congo et surtout par rapport à cette période très critique qui dure depuis 30 ans. Je rappelle que le programme, il est produit au niveau de la radio-télévision nationale congolaise du lundi au vendredi, dont l'objectif est une mobilisation, une sensibilisation de tout le peuple congolais face justement à cette agression injuste imposée à la partie est de la République démocratique du Congo. Tous, je vous invite à suivre religieusement l'hymne national et pour paraphraser la Première ministre, alors congolais Totelema, l'hymne congolais Téléma.
C'est un point culminant et décisif de l'histoire du peuple congolais. L'indifférence n'est plus une option. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle. Les conséquences seront tirées et nous continuerons à renforcer nos forces armées pour être en mesure de faire face à toutes les menaces. Compatriotes, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Téléma. Jamais. Ba mama photo telema po eza likambo ya mabele. Ça suffit. Pour nos 2 345 410 km², la résistance s'impose. Chassons l'agresseur et libérons nos terres occupées. Libérons Rutshuru, Nyiragongo, Goma, Masisi, Kalehe et Bukavu. Ezali Kamwama Bele. Téléma, exprimons l'amour et la solidarité envers nos compatriotes de l'Est. Je vous appelle à la résistance. La RDC ne tombera jamais. Évidemment, nous saluons également la présence de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, parce que justement, à cette époque, elle avait créé, à travers son ministère, la campagne Tozar et Longo Nafardc pour soutenir nos brillants militaires au front. Avec votre autorisation, Madame la Première ministre, je vous invite respectueusement pour votre mot de clôture dans cette conférence Journée de mémoire. Merci. Le 26 juin 2024, 2 semaines après mon investiture par l'Assemblée nationale, j'ai foulé Goma pour ma première itinérance en tant que Première ministre. La terre vibrait, des regards parlaient, et dans le tumulte des espoirs retenus, j'ai compris que gouverner commence par écouter. Ce jour-là, ma première itinérance n'était pas un déplacement, c'était un serment silencieux, celui de marcher avec le peuple congolais, pas devant lui, mais avec lui, marquant ainsi le début d'une gouvernance de proximité et d'un engagement renouvelé envers les provinces. Aujourd'hui, 27 janvier 2026, à l'occasion de cette journée de mémoire, pour saluer la résistance, la résilience et l'attachement profond à l'unité nationale, à mes frères et sœurs congolais, à la jeunesse à venir du pays, mon serment silencieux reste le même. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les membres du monde académique, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers jeunes
de la République démocratique du Congo, représentés ici par nos chers étudiants et étudiantes de l'Académie des Beaux-Arts. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime en ce jour de mémoire et non de rappel de la douleur pour celles et ceux de notre peuple dont la vie a été arrachée dans les conditions effroyables, dans des champs, dans des camps de déplacés, dans des hôpitaux, dans leurs maisons, sur leur lieu de travail. Il nous rappelle des existences interrompues, des familles durablement marquées et une nation confrontée à l'épreuve la plus exigeante de son histoire récente. Ce souvenir n'est pas un simple acte de commémoration, c'est un acte de fidélité envers les victimes et un engagement renouvelé à refuser que la guerre, où qu'elle frappe sur le territoire national, devienne une normalité ou une habitude. La mémoire n'a de sens que si elle demeure exigeante, responsable et tournée vers l'avenir. Cette journée de mémoire s'inscrit dans une continuité historique profonde. Elle fait écho au sacrifice des martyrs de l'indépendance que notre pays a honoré plus tôt ce mois-ci. Hier, comme aujourd'hui, il s'agit d'une même exigence de dignité, d'un même refus de la domination et d'une même volonté de rester maître de notre destin. La mémoire des martyrs de l'indépendance éclaire la mémoire des victimes de la guerre actuelle et rappelle que la souveraineté de la République s'est toujours construite dans l'épreuve, le courage et la fidélité à la nation. Mais c'est aussi une journée pour remercier tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore au niveau national et international pour que nous puissions finalement avoir la paix. La guerre que traverse notre pays n'est pas accidentelle. Elle procède, cela a été dit, d'une stratégie pensée et planifiée menée par le Rwanda et ses supplétifs dans le dessein d'occuper une partie de notre territoire et de poursuivre une entreprise de prédation. Cette guerre vise le sol et le sous-sol de la République, mais elle vise surtout les vies, les foyers, les équilibres sociaux et l'avenir même de notre nation. Pourtant, ni les armes, ni les bombardements, ni les tentatives de gouvernance par le crime ne sont parvenus à briser ce qui fait la force profonde de la République démocratique du Congo et notre unité nationale. Et face à l'épreuve, notre peuple n'a pas cédé à la résignation. Cette résistance s'exprime sous de formes multiples. Elle est portée par le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo, engagés avec courage et discipline dans la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations civiles. Elle est portée également par le gouvernement et nos diplomates qui, dans les enceintes régionales et internationales, et même nationales, défendent sans relâche la vérité des faits, la souveraineté de la République et le droit de notre peuple à vivre en paix sur sa terre. Elle est enfin portée par toutes celles et tous ceux qui, dans les villes, les villages, les familles et les communautés, refusent la soumission, tiennent debout et résistent à l'épreuve, avec ou sans armes, dans la fidélité à la République. En honorant la mémoire de nos morts, nous affirmons surtout notre détermination à rester debout, comme au premier jour de cette guerre, pour la défense de notre patrie. Cette détermination s'inscrit dans l'engagement constant, impulsé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, qui assume avec fermeté et responsabilité la conduite de la nation dans cette épreuve historique.
Dans cette guerre imposée à la République démocratique du Congo, la mobilisation est totale et doit être totale. Elle se déploie sur les fronts militaires. Monsieur le ministre de la Communication l'a dit, elle se déploie sur le front militaire, diplomatique, judiciaire, économique et médiatique. Cette mobilisation engage la République tout entière, car chaque vie arrachée, chaque foyer déplacé et chaque avenir interrompu appelle l'État à l'exercice de sa responsabilité la plus essentielle, celle qui est la protection de la vie de nos concitoyens et notre souveraineté. Je voudrais particulièrement saluer la mobilisation des Congolaises et des Congolais de partout dans le monde qui ont répondu à notre appel dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. Artistes, sportifs, journalistes, intellectuels, citoyens engagés ou pas, où qu'ils se trouvent dans le monde, ont fait entendre leur voix pour défendre la République, dénoncer l'agression et affirmer leur attachement à l'intégrité territoriale de notre pays. Cette mobilisation digne constitue un ferment essentiel de notre victoire et de notre engagement collectif à protéger, au-delà de nos différences et de nos convictions, ce que nous avons de plus précieux, notre nation. Au contact des Congolaises et des Congolais, dans les différentes provinces du pays, j'ai vu une même lucidité et une même force morale. J'ai vu des populations éprouvées, des hommes et des femmes qui refusent la peur, qui refusent la division et qui tiennent debout, souvent dans le silence, avec une dignité qui honore la République. Notre engagement ne se limite pas à faire taire les armes. Il vise à ce que justice soit rendue. Justice pour celles et ceux qui sont tombés. Justice pour celles et ceux qui ont été déplacés. Justice pour toutes les existences dont la trajectoire a été brisée par cette guerre. La paix ne peut être durable que si elle repose sur la vérité, la responsabilité et le refus de l'impunité. Des étapes majeures ont été franchies dans cette direction. L'entérinement le 4 décembre 2025 des accords issus du processus de Washington a permis de poser un cadre structuré et une perspective crédible vers la paix. La République démocratique du Congo demeure pleinement engagée à honorer ses engagements dans le respect du droit, de la souveraineté nationale et de la dignité des victimes. Cette mémoire que nous portons aujourd'hui n'est pas un regard tourné vers le passé. Elle est une vigilance, elle est une exigence. Elle est un appel à ne jamais relâcher l'effort, à ne jamais banaliser la guerre et à ne jamais dissocier la défense du territoire de la protection des vies humaines. Les échanges qui ont marqué cette journée de mémoire ont permis de mesurer avec gravité et lucidité l'ampleur des souffrances endurées, mais aussi la profondeur du courage et la force du lien national. Ils ont rappelé que la mémoire est un acte politique au sens le plus noble, parce qu'elle engage l'État, les institutions et la nation dans une responsabilité partagée. À travers cette journée, le gouvernement réaffirme ses engagements. Défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Soutenir les forces armées dans leur mission régalienne. Protéger les populations, quelle que soit leur appartenance ethnique. Poursuivre sans relâche l'action engagée sur tous les fronts. Faire prévaloir la vérité des faits, lutter contre l'impunité, œuvrer pour une paix juste, durable et respectueuse de la dignité humaine. Ces engagements s'inscrivent dans une action continue, assumée et coordonnée
conduite sous l'autorité du président de la République avec pour seule boussole l'intérêt supérieur de la nation et la protection de nos concitoyennes et concitoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. À l'issue de cette journée de mémoire, j'invite chacune et chacun à un temps de recueillement. Un recueillement digne pour honorer les vies perdues. Un recueillement respectueux pour les familles éprouvées. Un recueillement responsable pour transformer la mémoire en vigilance, en engagement et en fidélité aux valeurs qui fondent notre République. Se souvenir, c'est refuser l'oubli. Se recueillir, c'est refuser l'indifférence. C'est célébrer la résistance, la résilience et l'attachement à l'unité nationale. Et demeurer unis dans la mémoire, c'est affirmer que face à la guerre, la nation congolaise reste debout, consciente de son histoire, déterminée dans son combat et résolue à préserver son avenir. Sur ce jeudi, Congolais, Téléma, ezali kambo ya mabele. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et par ces propos justement de